Vous devez absolument lire ce livre. Vous devez absolument le lire, j'insiste vraiment. Il y a beaucoup de livres que je peux parfois vous proposer sur cette chaîne, mais celui-ci, Factfulness de Hans Rosling, et coécrit avec son fils et sa belle-fille, c'est vraiment un livre que vous devez lire, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, Factfulness, pour ceux qui ne voient pas ce que ça pourrait vouloir dire en anglais, c'est traduit ici comme la saine habitude de fonder son opinion sur les faits. Et en fait, alors si vous suivez la chaîne, vous savez bien qu'on a des biais de pensée, que la psychologie nous fait faire et nous fait penser la plupart du temps un petit peu n'importe quoi. Mais surtout à cette époque, on a l'impression qu'on est bien informé. Et en fait, ce livre vous montre comment est-ce que, malheureusement non, on doit se rendre à l'évidence, on est extrêmement mal informé. Et c'est dû au fait que, je vais très vite pour aller directement au vif du sujet, en fait, c'est que toutes les informations qui nous sont données vont être données soit de façon un petit peu sensationnelle, c'est fait de façon sensationnelle et pour aller directement parler à ce que Hans Rosling aborde comme notre instinct de la peur. Cet instinct de la peur, on en a déjà parlé notamment dans ma vidéo sur la psychologie des films d'horreur, que je vous conseille. Vous avez nous avons tendance, pardon, parce que je m'inclus dedans, à toujours retenir et faire attention aux choses qui font peur. Hein. On peut aussi se référer à Apocalypse cognitive de Gerald Bronner, qui montre ça par des études aussi, comme quoi les êtres humains vont avoir tendance sur les réseaux sociaux à cliquer et à reposter, à réagir 7 fois plus sur quelque chose de négatif que de positif. Et donc, il explique ici, de façon vraiment très synthétique, c'est très agréable à lire aussi, ça c'est vraiment important, c'est un livre qui est très agréable à lire. Comment est-ce qu'en fait, il y a des tas d'informations que l'on n'a pas, et qui nous permettrait d'avoir une bien meilleure idée du monde actuel. C'est-à-dire que par des chiffres, par des graphiques, par des données, donc je disais par des chiffres et des données, en fait Hans Rosling, ce qu'il fait, c'est qu'il nous montre comment est-ce que notre vision du monde est globalement basée sur les années 60-70, voire même des fois avant. Par exemple, sur un monde qui serait binaire, nord-sud, riche-pauvre, des choses comme ça, alors qu'en fait les choses ont énormément évolué et qu'on a des tas de données en fait qui nous permettent de savoir que les choses ont évolué. J'ai oublié de le dire, mais Hans Rosling, c'est pas un pimpin. C'est quelqu'un qui est médecin, chercheur, statisticien, et surtout il fait en fait ce qu'on pourrait appeler de la médecine de la santé internationale. Il est professeur en santé internationale. Il était, pardon, parce qu'il est décédé en 2017. Il nous montre aussi un truc dans ce livre, et donc si vous êtes angoissé, si vous êtes très pessimiste sur le monde tel qu'il est aujourd'hui, si le monde est quelque chose qui vous déprime ou vous angoisse, vous devez absolument lire ce livre. Parce que, bien évidemment, il fait le constat et il démontre par A plus B, par vraiment beaucoup de données, que, en fait, le monde va mal, oui, mais il va de mieux en mieux. C'est-à-dire que c'est pas juste il va mal, et contrairement à tout ce que tout le monde pense, qu'il serait de pire en pire. Et il va se baser sur beaucoup de données pour ça, et ces données, il va les mettre sous forme de QCM pour faire tester un petit peu les gens. Il va prendre des gens lambda, il va prendre des gens de l'élite, et alors je ne sais pas s'il l'a fait vraiment, mais il donne le score qu'auraient fait des chimpanzés aux différents items de ces QCM. Et les chimpanzés, vu qu'ils feraient de façon aléatoire, ils ont toujours 33% de réponses justes. Et les experts vont toujours être, on va dire, entre 15 et 20%, et le reste de la population quasiment aussi. C'est-à-dire que les grands experts vont répondre à ces questions-là avec leur vision du monde d'avant. Alors que les données nous montrent clairement l'inverse. Et c'est vraiment ça qui est intéressant. Par exemple, il va montrer que, en fait, le monde va mieux pour quelque chose qui paraît absolument bateau, mais que c'est vraiment ça qu'il faut faire en premier lieu. C'est pas construire des hôpitaux qui va aider à diminuer la mortalité, par exemple, ça va être de construire des écoles.
Construire des hôpitaux flambant neufs, dernier cri ou quoi que ce soit, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Il vaut mieux avoir des centaines de dispensaires plutôt qu'un super hôpital high-tech. Il vaut mieux faire des écoles parce que du coup, quand on fait des écoles, les gens ont une meilleure éducation et donc savent mieux lire les choses, donc les messages de prévention, et donc ils vont limiter la mortalité un petit peu par méconnaissance. Autre chose, par rapport à l'augmentation de la population mondiale, eh bien, il montre comment est-ce qu'en fait on va arriver à un palier, ça va pas être exponentiel ou quoi que ce soit, puisque le meilleur facteur pour réduire la population, bah, c'est pas de stériliser les gens comme ça a pu être fait en Inde, ou de faire une politique de l'enfant unique comme ça a pu être fait en Chine, c'est encore une fois l'éducation, et notamment l'éducation des femmes. Plus on va éduquer les femmes, et plus on va voir que, eh bien, en fait, on a une augmentation des revenus des familles, on a une baisse de la natalité, et en général, dès qu'on arrive à dépasser un certain seuil d'éducation, on arrive à toujours 2 enfants par famille. Et je sens que j'oublie un truc important. Ouais, aussi pareil que les attentats, que les guerres, tout ça, bon ça paraît chelou de dire ça aujourd'hui, mais que tout ça c'est en baisse aussi, et que par contre ça nous est surexposé, mais ça on le savait. Mais que factuellement, si on regarde les données, eh bien à chaque fois on se rend compte que finalement les choses vont quand même beaucoup mieux. Et plus important que simplement vous donner ces informations-là, parce que ce serait sûrement indigeste, et puis bon, je trouve que c'est pas vraiment ça le but. Le truc vraiment important, c'est que il vous apprend par des choses de sa vie à lui, parce qu'il a beaucoup voyagé, il a beaucoup travaillé en tant que médecin en Afrique et dans d'autres pays, enfin, c'est nul ce que je viens de dire, dans le continent africain et dans des pays extérieurs à ce continent-là. Donc en fait, il a plein d'anecdotes pour illustrer les choses, et ça nous permet de nous aussi savoir comment est-ce qu'on va utiliser cette factualité. La dernière chose que je vais aborder par rapport à ce livre, et comment est-ce qu'il nous aide à analyser les chiffres de façon vraiment comparative, et jamais se fier à un seul chiffre qui fait sensationnel, et que ces chiffres-là, faut toujours en fait les comparer avec un autre. Ce matin, j'écoute toujours des podcasts quand je vais courir. Ce matin encore, j'entendais une chanteuse qui disait que la proportion de femmes par rapport aux hommes qui sont invités dans les festivals, c'était scandaleux, comme il y avait énormément plus d'hommes. Et elle avait dit un truc, je crois, si mes souvenirs sont bons, que c'était de l'ordre de 70% d'hommes et 30% de femmes. Ce chiffre, par exemple, quand je l'ai entendu, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est d'accord, mais combien est-ce qu'il y a de femmes par rapport à d'hommes qui font de la musique? Parce que si on n'a que ce chiffre-là, ça voudrait partir du principe qu'il y a 50% d'hommes qui sont musiciens, 50% de femmes qui sont musiciennes, et alors que ça se trouve c'est inversé, donc ça veut dire que son chiffre, il est en deçà de la réalité. Ou alors, il y a plus d'hommes, et à ce compte-là, si ça se trouve, eh bien, il y a vraiment une parité, qui serait, j'en sais rien, mais ce que je veux dire par là, c'est n'utilisez pas les chiffres sensationnels uniquement parce qu'on vous les donne comme ça, parce que souvent ça a une vertu pour la personne qui veut donner cette information. Il faut toujours comparer les chiffres. Si on vous donne une moyenne, il faut comparer les écarts à la moyenne et les extrêmes. Enfin, il y a plein de choses comme ça que le livre vous apprendra, qui est vraiment pour arriver à être factuel, plus objectif, et moins se laisser aller des choses émotionnelles. Oui, voilà, le dernier truc auquel je voulais faire référence, c'est il a une façon, au début, qui m'a pas mal choqué, de diviser le monde. Au lieu de le diviser en riches, pauvres, nord-sud, gentils, méchants, et des choses comme ça, très binaires, il prend, et alors je vais essayer de vous retrouver ça, voilà, parfait, il prend le monde en 4 niveaux. Le niveau 1 qui produit, qui vit en tout cas avec moins de 2 $ par jour. Le niveau 2 qui vit avec de 2 $ à 8 $ par jour. Le niveau 3 qui vit de 8 $ à 32 $ par jour. Et enfin le niveau 4 qui est le plus probable si vous me regardez pour vous, qui est de vivre avec plus de 32 € par jour.
Et ça veut dire que vous avez de l'eau courante, que vous avez un moyen de transport, que vous avez des techniques de cuisson qui sont bonnes, que vous avez des plats diversifiés ou quoi. Niveau 2, par exemple, ils peuvent juste avoir un vélo pour aller chercher de l'eau. Les techniques de cuisson, c'est juste une bonbonne et le plat est en général le même. Et niveau 1, ben, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de transport, il n'y a pas de technique de cuisson ou alors c'est le feu. Et le plat, c'est toujours le même quand il y en a. Bref, ces 4 niveaux-là, en fait, à partir du moment où finalement on voit le monde par ces choses-là, eh bien on peut voir qu'est-ce que ça va donner en termes d'éducation, ce que ça va donner en termes de revenus bien sûr, de santé, de mortalité et aussi de vision du monde. Et par exemple, il y a un exemple qui m'a pas mal fait réfléchir aussi. Il disait que pour comprendre comment aller vivre quelqu'un du niveau 1 ou du niveau 2, eh bien, vous ne pourrez pas comprendre ça grâce à Google. Parce que Google est formaté, et l'algorithme et tout, en fait Internet, hein, est formaté pour que en fait, vous puissiez trouver les informations en fonction de votre niveau, en fonction de votre culture, de votre société, en fonction de vos moyens. Et donc, en fait, se représenter la vie de ces personnes qui vivent en niveau 1 et niveau 2, c'est vraiment très difficile. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut aller travailler sur place, côtoyer ces personnes, essayer de trouver des solutions avec eux et tout. Bref, je crois que j'ai tout dit. En tout cas, si vous voulez avoir une vision plus précise, moins émotionnelle, moins défaitiste, moins dépressive, lisez absolument ce livre. Voilà, c'est vraiment le conseil lecture que je voulais vous donner. Il y a peu de livres qui m'ont fait autant plaisir à lire que celui-là. Aussi bien pour les connaissances que ça m'a apporté, que la mentalité, que le changement complet de... Je pense que ça m'a créé un vrai changement de prisme et de lecture du monde. Et rien que pour ça, et ben voilà, je voulais absolument vous parler de ce livre. On reste connecté. Dimanche, normalement, si tout se passe bien, il y a la vidéo sur Lacan et expliquer pourquoi est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo, je vous mets le lien à la fin de la vidéo et en commentaire. À bientôt, ciao. Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.